Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette autre édition de Digitech. Les gaz industriels étant des énergies essentielles, des éléments précieux intervenant dans plusieurs secteurs, notamment industriels, hospitaliers, artisanal et j'en passe. Il convient donc de voir et de savoir comment ils sont produits. Alors pour vous, nous sommes allés dans une industrie camerounaise spécialisée dans la production et la commercialisation des gaz industriels. Ensemble, allons voir comment ça se passe. Le processus de production de l'oxygène chez nous, c'est de la fragmentation de l'air. C'est-à-dire, nous récupérons de l'air ambiant et nous faisons de la distillation à froid. Qu'est-ce que c'est la distillation à froid? Nous récupérons de l'air ambiant, nous comprimons cet air jusqu'à une certaine pression et par la suite, nous commençons les étapes de traitement de l'air. Ces étapes consistent en quoi? C'est-à-dire le refroidissement de l'air progressivement, l'élimination des moisissures et après, nous passons par un processus de régénération dans lequel nous éliminons la quasi-totalité de l'azote présent dans l'air. Suite à cela, cet air qui est appauvri en azote est envoyé dans la colonne de distillation où l'air est fortement refroidi afin d'être liquéfié. Et cet air liquéfié contient encore tous les éléments constituants de cet air, c'est-à-dire l'oxygène, l'azote et les gaz rares, mais à l'état liquide. Suite à cela, nous procédons à la distillation elle-même, c'est-à-dire nous réchauffons progressivement les gaz liquéfiés et par les processus d'élimination physique, cela nous permet d'éliminer les gaz et de les séparer les uns des autres. C'est ainsi que nous obtenons de l'oxygène liquide, puis par vaporisation, nous pouvons transférer cet air dans les bouteilles que nous vendons. Si nous avons le compresseur, c'est l'élément d'entrée de la chaîne de production. Il permet de capter l'air à basse pression et de lever la pression de l'air jusqu'à une certaine valeur nécessaire pour la suite du processus. Ici, nous avons le premier refroidisseur à eau qui permet de prendre l'air comprimé qui est à haute température et de rabaisser la température, la première étape de refroidissement. Donc, c'est un refroidisseur à eau. Ici, nous avons le filtre à moisissure qui permet d'éliminer les traces d'humidité dans l'air refroidi. Ici, nous avons le deuxième refroidissement qui se fait à l'azote liquide, c'est-à-dire l'air chaud venant du premier refroidisseur circule dans cette caisse et de l'azote froid circule en sens inverse de manière à refroidir encore plus l'air venant du premier refroidissement. Ici, nous avons la troisième étape de refroidissement. Cette fois, le refroidissement se fait à l'aide d'un gaz, d'un fréon, ce qui permet d'abaisser encore la température de l'eau jusqu'à la valeur requise pour aller à la régénération. Ici, nous avons la première filtration qui permet d'enlever certaines particules dans l'air comprimé. Et nous avons aussi directement la deuxième filtration au charbon actif qui permet d'enlever certains gaz ou produits chimiques qui ne sont pas nécessaires à la sortie du gaz. Ici, nous avons les générateurs par alternance. Ils sont deux qui permettent de séparer l'oxygène et l'azote, la première étape de séparation. L'air étant majoritairement constitué d'azote, nous éliminons une première quantité d'azote à ce niveau avant d'éliminer le reste au niveau de la colonne de distillation. Ici, nous avons la colonne de distillation qui est en deux éléments. Il y a la colonne principale dans laquelle s'effectue la distillation à proprement dit, c'est-à-dire la séparation des gaz, oxygène, azote et gaz rares. Et tout à côté, nous avons l'expandeur qui est l'élément qui crée le froid dans la colonne de distillation. Ici, enfin, c'est la zone terminale du processus. C'est là où nous transférons le gaz évaporé dans les cylindres, dans les emballages tels que vous voyez là. Donc ici, nous sommes à l'unité de production d'acétylène. Et le processus d'acétylène est simple. C'est une réaction chimique entre de l'eau et du carbure de calcium. Les étapes sont les suivantes. La première, c'est la génération. C'est-à-dire, dans les générateurs, nous mélangeons du carbure de calcium et de l'eau. Par la suite, nous passons par les questions d'épuration et de filtration où nous éliminons les gaz indésirables
ou bien les résidus de réaction qui n'ont pas réagi. Par la suite, nous passons au niveau de la compression. Donc, le compresseur prend l'acétylène à basse pression et met à haute pression pour envoyer dans les rampes de recharge et remplir les bouteilles que nous avons au préalable acétonnées de façon à mouiller le cylindre. Chers téléspectateurs, nous allons échanger avec Mme Valérie Fotso-Mefeu, épouse de Ndiatou Ndiamel, qui est directrice générale adjointe d'une industrie camerounaise spécialisée dans la production et la commercialisation des gaz industriels, laquelle a bien voulu nous ouvrir ses portes pour vous édifier. Mme Valérie Fotso-Ndiatou Ndiamel, bonjour. Bonjour. Aussi jeune, mais déjà commandante en second d'un aussi important navire. Vous n'avez pas de ride ni la tête qui cogne. Est-ce aussi évident que cela, madame? Est-ce aussi facile? Je dirais tout d'abord que ce n'est pas une question de jeunesse, mais surtout une question de responsabilité, de confiance et de maîtrise des challenges. Alors, diriger une entreprise et participer à une entreprise industrielle demande beaucoup de travail, de rigueur et de foi. Mais nous savons tous que nous avons besoin aussi de la jeunesse, parce que la jeunesse apporte beaucoup d'idées et permet de relever beaucoup de challenges. Alors pour moi, travailler avec la jeunesse relève beaucoup de qualités. La tranche d'âge est de 37 ans, hormis notre DG qui est une mémoire vivante qui est encore là actuellement. Alors si mon parcours permet de montrer à certaines jeunes, particulièrement les femmes, qu'il est possible d'occuper des postes à responsabilité dans l'industrie, alors j'en suis très ravi. Quel gaz produisez-vous ici? Alors ici, nous produisons 3 types de gaz. Gaz industriels, médicaux et alimentaires. En industriel, nous avons l'oxygène, l'acétylène, l'argon, l'hélium et l'hydrogène et l'azote. En médical, nous avons l'oxygène médical, le CO2 médical, l'azote liquide. En alimentaire, nous avons l'azote et le CO2. En principe, nous sommes à la centrale d'oxygène qui contient maximum 20 bouteilles. Et maintenant, on a un circuit tel que il y a 2 répartiteurs. Il y a 2 répartiteurs. Il y a le premier et le deuxième. En principe, les bouteilles sont connectées en 4. De telle sorte que si le premier compartiment est vide, le second prend le relais. Maintenant, avec le système de maintenance, se fait trimestriellement avec 20 bouteilles de rechange. Donc, chaque fois que les bouteilles finissent, on fait appel à notre fournisseur qui nous livre le plus rapidement possible les bouteilles. Pour ce genre de cas, pour recevoir, par exemple, comme celui-ci, nous l'avons reçu dans un contexte d'inhalation du liquide amniotique et une infection néonatale précoce. Donc, lorsque un enfant, nous le recevons avec les conditions d'inhalation, nous savons que le liquide amniotique va dans les poumons et il n'y a pas un moyen d'échappatoire. Ça veut dire que les alvéoles de l'enfant sont couverts d'eau. Donc, la respiration de l'enfant serait diminuée d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut supplémenter ce type d'enfant-là avec l'oxygène. Et les techniques que nous utilisons ici, nous avons que les lunettes d'oxygène et nous avons les masques d'oxygène à haute concentration. Donc, pour ce cas-ci, nous avons mis l'enfant sur les lunettes d'oxygène et la CPAP pour pouvoir permettre à réduire l'intensité de l'oxygène que nous avons mis. L'oxygène vient à travers ce tube. Maintenant, l'oxygène, nous branchons l'oxygène. Nous connectons la machine d'anesthésie, la colonne d'anesthésie à l'oxygène à travers ce tuyau. Maintenant, c'est ce tuyau-ci, cette tuyauterie-ci, qui ramène l'oxygène dans la colonne d'anesthésie et ressort ça au niveau d'ici, au niveau de ce masque. Maintenant, l'oxygène que nous envoyons, parce que nous le calibrons à ce niveau-ci. Vous voyez ici, nous calibrons à ce niveau-ci. Voici l'oxygène, voici le gaz, l'air, et ça c'est le protoxyde d'azote. Ouais, maintenant le protoxyde, nous n'avons pas une colonne de protoxyde d'azote, donc voici
généralement l'oxygène que nous utilisons. Et maintenant, une colonne d'air, généralement, ça c'est pour l'anesthésie sous la célioscopie. Comme gaz principal, nous avons l'oxygène médical. Mais il y a également dans les blocs opératoires pour l'anesthésie, le protoxyde d'azote, il y a l'isofurane, il y a beaucoup d'autres. Les méopas qu'on peut utiliser, mais là, c'est dans le cadre du bloc opératoire. Oui, les cas, il y en a beaucoup, je peux dire pratiquement toutes les pathologies, mais les plus fréquents, c'est les affections respiratoires. Les affections respiratoires qui peuvent être infectieuses. Je parle d'une infection parasitaire, par exemple, comme le paludisme, une infection bactérienne, comme une infection pulmonaire, ou alors virale. On a vu le cas quand avec le corona, où il y avait vraiment, dans les affections pulmonaires, un besoin en oxygène. On courait un peu partout pour chercher l'oxygène à donner aux patients. Mais il y a également les maladies cardiovasculaires qui nécessitent parfois, qui mettent les patients en hypoxie. Et donc, on a besoin d'oxygène. Il y a également d'autres affections qui, dans le cas des troubles sanguins, vous voyez par exemple le cas de drépanocytaires, où il y a des troubles de la crasse sanguine, l'hémoglobine qui est déformée et qui n'arrive pas à véhiculer normalement l'oxygène. Dans ce cas, on peut avoir besoin. Tous les cas de réanimation, des patients au bloc opératoire, les affections chirurgicales, où toute intervention a besoin normalement d'oxygène, on ne peut pas entrer en salle d'opération si on n'est pas sûr qu'il y a une réserve d'oxygène à côté avant d'endormir le patient. Il y a également d'autres services comme la néonatologie qui en demandent énormément pas les dépendances, c'est les prématurés, les nouveau-nés, en cas d'affection pulmonaire, on leur donne automatiquement l'oxygène. Donc tous les services de l'hôpital, à notre niveau aussi, ont une source d'oxygène au cas où ça nécessite de la réanimation, au cas où le patient est en détresse respiratoire, il faut de l'oxygène. Donc c'est un médicament, comme je l'ai dit tantôt, c'est un médicament pur. Sans oxygène, on est un peu limité. L'oxygène qui manque, on appelle déjà ça l'hypoxie. Le patient en hypoxie, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à assurer le métabolisme au niveau de l'organisme. C'est essentiellement le gaz qui nous permet de fonctionner. Quand il n'y a pas d'oxygène, c'est pratiquement la mort assurée. Donc, le manque d'oxygène, qui est l'hypoxie, est assez délétère pour le métabolisme du corps humain. Bien entendu, en amont, il faut dire que les contrôles se font déjà en amont au niveau du ministère qui vérifie la qualité de l'oxygène et donne l'agrément au niveau des fournisseurs. Mais nous, à notre niveau, dès qu'il y a l'agrément, on s'assure de contrôler la qualité et on accepte carrément on accepte les demandes des fournisseurs qui nous fournissent un oxygène. Et là, nous, on peut vérifier au niveau, avec nos manomètres, la quantité qu'il y a dans une bouteille. Dès que les patients, on s'assure au niveau de la documentation, l'agrément, la livraison par le fournisseur, l'oxygène est sécurisé dans un espace dédié qui est on appelle cage à oxygène, qui permet donc de sécuriser nos bouteilles, nos bonbons d'oxygène, qui vont être véhiculés soit directement par la centrale vers le service indiqué, ici dans ce cas la réanimation et le bloc opératoire, ou dans d'autres services, les transports des bouteilles qui se font par un personnel qui est connu. Ce n'est pas tout le monde qui peut transporter ces bouteilles vers les services. Donc le personnel est connu et va donc déposer des bouteilles à des endroits indiqués, notamment ici chez nous, en néonatologie, en urgence, au service des urgences et bien sûr au service de maternité et dans les autres services. Alors, d'où viennent vos matières premières? Alors, notre matière première, la particularité, c'est que notre matière première vient de l'air que nous respirons. Grâce à des techniques industrielles, nous séparons les composants de l'air pour obtenir l'azote et l'oxygène.
Quant à la production d'acétylène, nous utilisons le carbure que nous achetons soit localement, soit à l'étranger chez des fournisseurs certifiés et de l'eau. Nous savons que la production du gaz industriel, pour certains, impacte fortement l'environnement et en intensifie effectivement l'effet de serre, le réchauffement climatique, la pollution. Alors, qu'est-ce qu'une industrie comme la vôtre prend comme mesure pour pouvoir atténuer ou bien éradiquer complètement ces maux? Alors, c'est une question centrale pour toutes les industries. Dans notre cas, nous avons pris certaines mesures. L'aménagement d'une cabine de peinture aux normes avec des extracteurs d'air, l'entretien systématique de nos équipements industriels, une analyse des eaux usées, une visite systématique de nos collaborateurs dans un centre hospitalier pour vérifier leurs reins, le sang, les poumons. Le chargement d'un extincteur à poudre ABC, pression permanente. Permanente, c'est un extincteur qui a un manomètre de contrôle. Donc le manomètre est visible. On peut contrôler la pression directement. C'est on appelle pression permanente. Pour la recharge d'un extincteur, il s'agit de recharger un extincteur à poudre de pression permanente, 9 kg. Donc j'ai desserré la lance, j'ai démonté la lance, et serré le tour, démonté le robinet. Là maintenant il va laver le robinet pour pouvoir recharger. Il lave parce que ça a pris la poudre. Donc ça a été percuté. On a utilisé la poudre entrée dans le robinet, donc il faut le nettoyer afin de vider la blanche toute. Je venais de finir de laver le robinet, j'ai soufflé. De laver le robinet, j'ai soufflé pour évacuer de l'eau à l'intérieur parce qu'on ne peut pas monter un robinet sur un extincteur à poudre quand il est mouillé. Sinon la même eau va descendre pour coaguler la poudre à l'intérieur de la bouteille. Là maintenant je vais remonter le robinet complet. Donc je vais remonter son piston. Je vais remuer la poudre, je vais remonter le robinet pour pouvoir mettre son gaz propulseur. Donc le gaz qui permet d'activer lorsqu'il y a des poids de pression, c'est le gaz qui permet d'activer la poudre. Donc ici nous faisons la maintenance sur ce extincteur. Donc ça peut être la vérification, ça peut être les recharges. Il y a deux types de travaux que nous faisons ici. Et pour les extincteurs, on a les extincteurs à poudre, on a les extincteurs à eau pulvérisée, les extincteurs à CO2. Oui, les extincteurs à poudre, il y a deux types. Il y a à poudre à pression permanente et la poudre à pression auxiliaire. Oui, l'extincteur c'est pour un départ de feu. C'est un équipement, c'est un matériel de protection incendie, notamment pour un départ de feu. Donc c'est pour protéger ces installations de tout type de feu, éventuel départ de feu. Oui, à eau comme ça on le dit, à eau avec additif. Et ça son type, les extincteurs à eau ont leur type de feu que ça éteint. Et à poudre a son type de feu. Avez-vous le sentiment de faire tout ce qui est à votre pouvoir pour effectivement protéger l'environnement? Oui, nous sommes sur la bonne voie, mais quand cela ne tienne, l'amélioration continue et permanente. De nos jours, l'évolution nous pousse à investir sur des technologies plus fiables et plus correctes. Par ailleurs, nous avons aussi la visite de nos ministères de tutelle, le MINMI et le MINE, en collaboration avec le MINE, le Mines-Transport, le Mines-Santé et le Mines-Commerce. Pour qui ou pour quelle entité produisez-vous du gaz? Utilisons le gaz pour plusieurs secteurs, des grosses entreprises industrielles, des grosses entreprises, des constructeurs métalliques, les constructeurs, les entreprises de BTP, les artisans ou encore appelés garages, les entreprises agroalimentaires et les hôpitaux et les cliniques pour tout ce qui est azote, liquide et CO2. Ici, nous sommes dans un atelier de froid et climatisation. Et en ce qui concerne les différents types de gaz qui marchent dans les climatiseurs ou frigos, il y a d'abord le processus de frigo. Il y a deux types de gaz, parfois même trois. Et puisque ça prend le R600,
il y a le 134, il y a le 404. Voilà les 3 types qui marchent beaucoup plus sur le frigo. Et en ce qui concerne les clim, il y a les nouveaux gaz qui sont sortis. À l'époque, on avait le 22. Aujourd'hui, on a le 404, il y a le 700, il y a le 407, il y a le 504. Tout ça, ça se passe dans le niveau climatiseur. En ce qui concerne le processus pour l'utilisation ou peut-être pour faire les recharges, le processus, c'est presque la même chose. Parce qu'il y a un mano qui permet de charger chaque appareil. Et dans chaque appareil, il y a la quantité qui doit entrer, qu'on doit regarder sur les références de l'appareil même en question. Donc, ne le charge pas au hasard. On a un mano qui nous permet d'atteindre le niveau où l'appareil même a besoin. Là, ça permet d'avoir le rendement que l'appareil a besoin ou peut-être le consommateur a besoin. Et d'autres formes de travail, c'est quand je veux me mettre à vous montrer un peu, expliquer comment on fait pour recharger. Et les gaz ici, quand vous voyez, ça sort de partout. Quand ça arrive ici, nous les payons chez beaucoup plus les Biafrins qui les importent beaucoup plus. Oui, voilà un peu en ce qui concerne le processus. Dans les entreprises camerounaises, on a beaucoup le FM Gaz. Le processus de recharge de gaz, nous avons besoin déjà d'identifier le gaz que l'appareil a besoin. Et nous allons utiliser, il y a le système pour charger comme sur les frigos. Il y a les raccords de charge qu'on doit acheter, il y a le mano, il y a le flexible. Maintenant, on va passer au processus. Il faudra couper l'ancien tuyau et on va mettre le raccord de charge. On va passer maintenant au processus de charge. Le processus est simple. Il faut d'abord vider l'appareil complètement de l'air qui est à l'intérieur. On doit d'abord l'aspirer avec un autre appareil. Et maintenant, on va passer le gaz même parce que l'appareil même en question n'a pas besoin de... S'il y a l'air à l'intérieur, le rendement ne serait pas la même chose. Les frigos qui prennent des RS600, autant pour moi, on les recharge à 0 bar. Donc, ils ne dépassent pas 0. Donc, quand vous dépassez 0, vous êtes déjà à la limite. Donc, 0, c'est la limite. Vous pouvez encore mettre moins de 0. Le rendement est là. Mais il y a d'autres que vous allez arriver jusqu'à 0. Vous ne dépassez pas 0. Vous dépassez 0 en 600. Pour le réfrigérateur, ça ne marche plus. L'appareil va maintenant tourner au rond, ça ne va pas donner le rendement. Autant pour moi, quand vous rechargez, nous recherchons le rendement de l'appareil. Puisque quand on le contrôle, on sait qu'en arrivant à 0, on est arrivé au maximum. Vous pouvez mettre 0, vous partez. Vous savez que l'appareil va tourner, peut-être pendant 1 heure, ça va rentrer à moins de 0. Puisque quand ça va déjà prendre la température normale, le compresseur aussi est un peu souple et la température baisse. Et le mano aussi, la pression aussi descend. Bon, si vous le rechargez à moins de 0, vous êtes fort probable pour revenir encore là-bas parce qu'il faudra augmenter quelque chose dessus pour que ça donne le rendement normal. Ça, c'est pour les 600 gaz. Le gaz 134 qui part pour le frigo. Généralement, on ne les dépasse pas. Pour les petits frigos, on ne peut pas dépasser 1 bar. C'est-à-dire que vous chargez jusqu'à 1 bar, vous savez que c'est déjà la limite. Bon, il y a les compresseurs aussi qui sont un peu plus grands. Vous pouvez arriver jusqu'à 3 bars sur les frigos, comme les gros frigos Coca-Cola, des brasseries là. Vous pouvez arriver jusqu'à 3 bars. Mais généralement, ça ne dépasse pas. Les 3 bars, c'est déjà le niveau où vous avez mis. Vous savez qu'après, ça va rentrer. Si après, ça ne rentre pas, même à 1, à 2,5, on dit que le rendement ne doit pas donner. Bon, aussi, il y a aussi le problème sur les appareils. Quand l'appareil a déjà des difficultés, vous pouvez aller au-delà de la charge. Parce que le rendement même du compresseur ne donne plus. Mais quand un compresseur est encore normal, pour les gros frigos, là, 2 bars et demi, est largement suffisant pour faire travailler ça. Y aurait-il des normes quant à la production et la commercialisation du gaz industriel? Sinon lesquelles? La commercialisation des gaz industriels est très réglementée. Nous avons des lois comme la loi numéro 98-020 portant sur les appareils à pression de gaz et à vapeur, la loi 96-020 sur la gestion des déchets. L'arrêté numéro 39 fixant sur les mesures d'hygiène et de sécurité sur les lieux du travail et la loi 96 portant sur le code du travail. Des lois internationales telles que la norme ISO 9001 portant sur le management de qualité et la norme ISO 14001 portant sur le management de l'environnement. Donc en fait, si je comprends bien ce que vous nous dites, le gaz produit au Cameroun en l'état peut être utilisé à l'international? Bien sûr, nos gaz produits ici peuvent être commercialisés à l'international,
comme ce que nous faisons à l'époque dans la sous-région avec le Tchad, la RCA, la Guinée et le Congo. Évoluant dans le contexte camerounais, madame, avez-vous des difficultés techniques au quotidien? Alors, comme toute industrie, nous faisons face à certains défis comme la fourniture continue de l'énergie et l'accès aux pièces industrielles à l'importation. Mais nous avons la chance d'avoir une équipe de 2 ingénieurs et de techniciens compétents qui nous permettent de maintenir un certain niveau de performance avec des outils qu'ils fabriquent avec nos machines. Des difficultés d'ordre administratif, c'est-à-dire avec la tutelle par exemple? Des industries comme la nôtre évoluent dans un cadre réglementaire important. Notre tutelle, le MIDMI, devra nous accompagner en rendant les procédures administratives plus fluides, en favorisant l'investissement industriel. Alors depuis 2025, notre tutelle, le MIDMI, a décidé de réglementer les agréments. Alors, comme dit Plur, nous avons des structures de l'État qui ont du mal à payer nos factures dues à leur mode de fonctionnement, ce qui impacte notre trésorerie, nous empêchant de respecter nos engagements contractuels avec certains de nos partenaires tels que les banques. Étant dans une zone industrielle à Maxis, c'est le moment pour nous de remercier le DG et ses collaborateurs qui nous accompagnent dans nos difficultés. Madame le DGA, si vous étiez donné l'opportunité de dire à qui de droit ce dont les industries ont besoin pour connaître plus de croissance, pour être plus compétitifs, tant au Cameroun qu'à l'international, vous lui direz quoi? Alors je dirais, pour être plus compétitif tant au Cameroun qu'à l'international, il serait important de renforcer les infrastructures énergétiques, de faciliter l'accès aux équipements, de renforcer les contrôles légaux et normatifs et de soutenir la formation technique des jeunes. Et à l'international, je dirais qu'il serait important d'accompagner les entreprises dans leur développement international en facilitant les accords entre les pays de la CEMAC pour faciliter les importations et les exportations. Madame, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions et surtout nous vous souhaitons bon vent. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de Digitech. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, mais surtout restez scotchés sur les antennes de Spectrum Télévision. Au revoir.